Bonjour, avec cette présentation, nous allons faire une petite mise à jour sur la situation avec le virus Ebola, en particulier les éclosions récentes et puis l'évolution en termes de traitement et de prévention. J'ai voulu commencer par ce petit dessin paru dans Jeune Afrique qui montre en fait une frayeur euh, qu'on a eue il y a quelques années en Côte d'Ivoire en lien avec la présence d'un cas, une personne qui montrait des symptômes s'apparentant à ceux de Ebola. Et les tests initiaux semblaient confirmer ça, mais des tests additionnels effectués dans un autre pays ont plutôt conclu à l'absence de virus Ebola. Donc c'est une affaire euh, qui a fait du bruit et qui illustre bien la peur que peut susciter ce virus dans plusieurs pays africains. Et cette peur, elle est liée non seulement au danger du virus lui-même, mais aussi aux conséquences économiques importantes euh, auxquelles les pays font face lorsqu'il y a des éclosions d'Ebola, puisqu'évidemment, ça peut mener euh, à la mise en quarantaine de quartiers ou de villes ou la quasi mise en quarantaine de pays entiers parfois. Euh, pour parler de façon brève des éclosions récentes, en 2022 et jusqu'en début 2023, il y a eu une éclosion de taille moyenne. Donc, on peut quand même parler d'épidémie puisqu'il y a eu 164 cas rapportés, auxquels évidemment il faut ajouter les cas qui n'ont pas été rapportés, là, dont le nombre est inconnu, avec un taux de létalité d'environ 34%, ce qui est un peu plus faible que ce qui est souvent observé. Le fait que des traitements et des vaccins, incluant des vaccins expérimentaux, sont parvenus en Ouganda assez rapidement après le début de cette épidémie, est peut-être pour quelque chose dans ce taux de létalité relativement faible. En 2022, il y a eu en tout deux petites éclosions donc en RDC. Et en combinant les deux éclosions, il y a six cas rapportés et les six personnes en question sont décédées. En passant, ici à gauche, j'aurais pu le mentionner, ce sont justement la distribution, des schémas qui montrent la distribution géographique pour cette épidémie de 2022-2023 en Ouganda. Vous voyez que c'était concentré essentiellement dans une région au centre de l'Ouganda. Et ici, juste en dessous, pour la même épidémie, la distribution temporelle. Donc, on voit que ça commence en 2022. Donc là, ce schéma-là ne couvre pas la période 2023. L'épidémie s'est arrêtée de toute façon assez vite au début 2023. Donc là, on a essentiellement toute l'année 2022. Vous voyez que les premiers cas sont des cas probables et ensuite, on arrive à des cas où la grosse majorité des cas sont des cas confirmés. Donc la différence, c'est que dans les cas probables, hein, c'est sur la base des symptômes et sur la base de ce qu'on observe de la transmission de ce virus. Ah, on sait que c'est un virus qui est souvent transmis aux proches, qui est souvent transmis au personnel médical également, et qui est transmis par les fluides. Alors, à partir du moment où il y a cette éclosion qui se met en place, bien évidemment, il y a des choses qui sont faites pour rendre accessibles les outils de diagnostic.
Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de l'épidémie, on a plutôt des cas confirmés parce que les gens sont diagnostiqués de façon plus ferme. Donc voilà pour cette épidémie en Ouganda. J'ai parlé un petit peu de l'épidémie de 2022 en RDC. En 2021, également en RDC, il y a eu là aussi encore deux éclosions et en additionnant les deux éclosions, on avait 23 cas rapportés, incluant 65% de mortalité. J'utilise mortalité et létalité de façon interchangeable dans ces chiffres ici. En 2021, il y a eu une autre éclosion en Guinée cette fois-ci, qui est un autre pays du centre-ouest de l'Afrique, avec 23 cas rapportés et environ 52% de mortalité. Donc, au final, les éclosions de maladies à virus Ebola continuent sur le continent africain avec des ampleurs qui sont un petit peu similaires à ce qui a toujours été observé depuis les années 1970. Et donc, ce sont des ampleurs plus petites que la grosse épidémie euh, qu'on a vécue à peu près en 2016, dont on parlait dans des vidéos précédentes. On peut également signaler une éclosion de virus Marburg. Donc, ce virus fait partie de la même famille que le virus Ebola. Ses propriétés biologiques sont très similaires. D'ailleurs, son aspect en microscopie électronique, je ne vous le montre pas, mais c'est très similaire à celui d'Ebola. Les caractéristiques de la maladie sont également similaires. Alors, concernant ce virus Marburg, il y a eu une éclosion en 2023 en Guinée équatoriale, qui est un autre pays africain différent de la Guinée, avec 23 cas probables et 17 cas confirmés, incluant 12 décès. Donc, les 12 décès, c'était parmi les cas confirmés et non pas parmi l'ensemble de cas. C'est un petit peu une petite différence avec les données que je vous présentais juste avant. Ce qui était intéressant là, c'est qu'on avait pour cette épidémie le nombre de cas parmi les travailleurs de la santé. Et donc, parmi ces 17 cas confirmés, il y avait 5 travailleurs de la santé, ce qui est quand même relativement élevé. Et sur ces 5 cas, il y a eu 2 décès. D'autres éclosions de virus Marburg ont eu lieu dans les années précédentes. Donc là, je ne dresse pas une liste exhaustive. Alors, je voulais simplement vous éveiller à la présence là, de cet autre virus qui est également un filovirus, tout comme Ebola, et qui cause également des dommages importants. De plus, le virus Marburg est nettement moins étudié que le virus Ebola. Euh, et euh, euh, c'est au point qu'on pourrait probablement le qualifier de virus négligé au même titre que d'autres virus, d'autres maladies qu'on voit dans ce cours. Pour ceux d'entre vous qui sont inscrits au cours, MCB 16. Alors, pour Marburg, il n'y a pas de vaccin qui est disponible, il n'y a pas non plus de traitement qui est approuvé, contrairement à Ebola. Cela dit, les outils qui sont développés pour Ebola sont utilisés pour Marburg sur une base, euh, euh, sur une base expérimentale. OK? Donc, il y a peu d'assurance que ça va fonctionner et que ça va fonctionner aussi bien que pour Ebola. Donc le remdesivir notamment, qui est un antiviral qui a été utilisé pour Ebola avec des succès mitigés, a été utilisé pour Marburg sur une base compassionnelle. C'est le mot que je cherchais. OK? Euh, donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, cette dénomination de compassionnel, ça désigne les cas de figure où on n'a pas de solution approuvée pour une maladie et donc on peut utiliser des traitements plus expérimentaux. Le processus varie de pays en pays. Évidemment, on ne peut pas non plus faire absolument n'importe quoi.
Donc à gauche, le déroulement de cette éclosion de Marburg en Guinée équatoriale, où là encore, au début de l'épidémie, on a essentiellement des cas probables sur la base des symptômes, sur la base du mécanisme de transmission, qui sont suivis par des cas confirmés à partir du moment où les outils diagnostiques sont présents et mis en place. Au niveau des traitements et de la prévention pour Ebola, euh, dans des présentations précédentes, j'avais parlé d'un mélange de trois anticorps provenant de la compagnie américaine Regeneron. Ce mélange portait notamment le nom de REGN, qui est évidemment l'acronyme pour Regeneron, EB3 parce que c'est trois anticorps contre Ebola. Régénéron, en passant, est spécialisé dans la production d'anticorps monoclonaux pour différentes maladies. On en a parlé dans le cours pour la COVID-19, mais ils produisent des solutions pour tout un tas d'autres maladies, euh, notamment beaucoup de maladies non infectieuses. Donc, ce médicament a finalement été approuvé depuis 2020 aux États-Unis. Ok. Il est approuvé spécifiquement pour le traitement de la souche Zaïre du virus Ebola. Donc, la souche Zaïre, c'est celle qui avait provoqué la grosse épidémie donc il y a environ 8 ou 9 ans maintenant. Euh, Ça n'empêche pas ce médicament peut très bien être utilisé justement sur une base compassionnelle pour essayer de traiter d'autres souches que la souche Zaïre. D'accord? Le nom a changé, donc ce mélange de trois anticorps peut toujours être appelé Régénéron EB3, mais maintenant il a un nom commercial. Ok. Lorsqu'un médicament est approuvé, souvent ben, là on passe à un nom commercial parce qu'évidemment on va vendre ce médicament. Le nom commercial c'est Inmazeb. Alors, ça, c'est une photo du médicament concrètement. C'est un mélange de trois anticorps, vous voyez, qui portent des noms caractéristiques d'anticorps. Là, quand ça se termine par MAB, ça signifie anticorps monoclonal. D'accord? Comme tous les médicaments qui sont constitués d'anticorps, c'est un médicament qui est injectable. Euh, donc, c'est un médicament qui est délivré par euh, injection. Je présume que c'est de l'injection intraveineuse. Euh, et euh, on- il y a eu des tests qui ont continué d'être faits et qui montrent que ce médicament, ainsi qu'un autre médicament qui est un anticorps, cette fois-ci un anticorps unique, ils n'ont pas un mélange, MAB 114, ces deux-là semblent toujours avoir une efficacité supérieure à un médicament qui est plus ancien contre Ebola, qui s'appelle Zimap, qui était un autre mélange de trois anticorps monoclonaux qui maintenant n'est plus fabriqué, précisément sur la base des résultats euh, un petit peu décevants, et également plus efficace que le Remdesivir. Euh, Cependant, il faut continuer à souligner que les tests cliniques qui sont faits sont statistiquement peu puissants. Ils ont été faits sur un nombre réduit de patients précisément parce que lorsqu'il y a des épidémies, ben, les épidémies ne touchent pas des dizaines de milliers de patients. Alors, c'est difficile de réaliser des études cliniques statistiquement puissantes dans ces conditions. Ok. L'OMS, cependant, recommande ces mêmes deux traitements, c'est-à-dire Inmazeb et MAB 114. Concernant les vaccins, il y a beaucoup d'activités dans le domaine du développement de vaccins contre Ebola. Alors, on savait déjà la présence du vaccin Ervebo, ok, euh, qui est, euh, qui est approuvé depuis maintenant quelques années, mais il y a maintenant deux autres vaccins qui ont été approuvés, non pas internationalement, mais dans des pays par des pays spécifiques. Par exemple, il y a un vaccin chinois qui a été approuvé par le gouvernement chinois. Le troisième vaccin, honnêtement, je me souviens plus là tout de suite d'où il vient. Je ne serais pas surpris qu'il vienne de l'Inde.
Et il y a d'autres vaccins qui continuent à être développés. OK. Et quelques-uns de ces vaccins ont été expérimentés pendant l'éclosion récente de virus Ebola en Ouganda, dont je parlais au début de cette présentation. Donc, il faut s'attendre à ce que petit à petit, les vaccins contre Ebola soient de plus en plus disponibles, ce qui permettrait de répondre plus efficacement aux épidémies. Euh, Ce serait difficile d'imaginer que les campagnes de vaccination contre Ebola vont être générales, c'est-à-dire qu'on se mettrait à vacciner des pays entiers contre Ebola. Ce serait difficilement justifiable compte tenu du fait que les éclosions touchent un petit nombre de personnes. Donc, il faut plutôt considérer ces vaccins comme faisant partie de stratégies pour limiter localement la propagation du virus. OK. Et donc, ces différents antiviraux et différents vaccins dont j'ai parlé, comme je l'ai dit déjà, continuent à être administrés sur un mode compassionnel lors d'éclosion. OK, quelque chose d'intéressant qui est sorti ce printemps 2024, c'est des tests, pas encore des tests cliniques sur les humains, mais des tests sur un modèle animal d'un antiviral oral contre Ebola. Cet antiviral, son nom scientifique, donc évidemment, c'est pas encore un médicament approuvé, loin de là, donc il n'y a pas encore de nom commercial, mais il y a évidemment un nom scientifique, c'est Obeldesivir, développé par Gilead, et c'est un médicament qui fait partie des analogues de nucléosides. C'est-à-dire qu'il va inhiber la réplication du génome du virus par réplication qui est faite par la polymérase du virus. Et plus précisément, dans le cas de cette molécule, c'est en réalité un précurseur du remdesivir triphosphate. Donc le remdesivir triphosphate, c'est la forme active du remdesivir. Ok, le remdesivir, c'est un autre analogue de nucléoside dont on a parlé déjà dans le contexte d'Ebola et dans le contexte de la COVID-19. Remdesivir a été beaucoup utilisé pour la COVID-19, ne l'est plus beaucoup. Lorsqu'on injecte du remdesivir, le remdesivir est converti en remdesivir triphosphate. Ok. Obeldesivir également est converti en remdesivir triphosphate, mais la voie de métabolisme pour que l'obeldesivir devienne du remdesivir triphosphate est différente de la voie métabolique qui concerne le remdesivir. Et la différence essentielle, pour parler en termes simples, c'est que pour l'obeldesivir, cette conversion, elle peut se faire partout dans le corps, alors que le remdesivir, lui, il est converti essentiellement dans le foie. Par conséquent, le remdesivir, lorsqu'il est administré, il est administré surtout par injection, alors que l'obeldesivir peut être administré oralement. Hum, Et lorsqu'on a un médicament par voie orale, ça facilite énormément le- l'acceptation de ce médicament et puis l'utilisation, dans le fond, d'une façon générale, de ce médicament. Parce qu'évidemment, le médicament peut alors être distribué, incluant en pharmacie, les gens peuvent le prendre eux-mêmes, alors que si on parle d'injection, surtout lorsque ce sont des injections dans la circulation sanguine, ben là, typiquement, ça va nécessiter du personnel médical sous la forme souvent d'infirmiers ou infirmières. De plus, l'obeldesivir, tout comme remdesivir, ok, c'est donc une molécule pharmacologique, ok, qui est fabriquée chimiquement. Et ça fait ces molécules, typiquement, ok, d'une façon générale, sont nettement moins chères que les molécules biologiques tels que les anticorps monoclonaux dont on parlait juste avant. Et également, les molécules pharmacologiques sont plus faciles à produire en grosse quantité. Donc, il y a beaucoup de potentiel associé à cette nouvelle molécule. Et par contre, il faut être clair, c'est que l'objectif
c'est pas tellement le traitement des personnes infectées. Pourquoi c'est pas le traitement des personnes infectées? Parce que on sait déjà que le remdesivir n'est pas très actif pour contrer le virus chez les personnes déjà infectées. Dans le fond, c'est ce que je répétais, deux diapos avant celle-ci. Donc l'objectif ici, c'est la prévention de la propagation du virus et donc des complications chez les personnes, qui ne sont pas encore infectées, mais qui sont à risque élevé d'être infectées parce que ce sont des proches des personnes infectées, donc typiquement les membres de la même famille ou les collègues dans certains cas et le personnel, médical. OK? On a vu, un petit peu plus tôt que les médecins, infirmiers, infirmières sont souvent touchés et meurent souvent, de cette infection. Hem Pourquoi est-ce qu'une molécule peut parfois être plus efficace en prévention qu'en traitement? Bon, je pense que vous n'avez pas de mal à l'imaginer, c'est assez évident. C'est parce que, évidemment, lorsqu'on parle d'un traitement, ça veut dire que la personne est déjà infectée, typiquement depuis plusieurs jours, donc il y a des grosses doses de virus partout dans l'organisme. Alors évidemment, ça nécessite un médicament plus efficace pour aller détruire ce virus. Alors qu'en prévention, on agit au tout début de l'infection lorsqu'il y a encore peu de virus et donc c'est relativement plus facile d'empêcher le virus de se propager. Ça donne le temps au système immunitaire de répondre et d'aller s'attaquer à ce virus avant euh, que que les symptômes soient trop élevés. Donc avec Obeldesivir, et là, c'est une différence avec un vaccin. Le but n'est pas d'empêcher complètement l'infection. Le but est de diminuer, d'inhiber la propagation du virus, d'accord? Pour empêcher les complications et permettre au système immunitaire de réagir plus efficacement et plus précocement. Donc cette approche, elle a été testée pas encore chez l'humain. C'est pour ça qu'il faut être très précautionneux avec tout ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas en train de parler d'une solution qui existe déjà, mais ça a été testé chez les primates. Alors il y a un article qui est très, récent, qui date d'il y a 2 mois dans le journal, Science. Ça, c'est l'article en question et dans le même numéro, parce que c'est une, découverte intéressante et potentiellement importante, il y avait un petit article de vulgarisation sur cette découverte. Alors ce petit article, je le mettrai à la disposition des étudiants du cours, MCB, 10-16. Ça termine cette mise à jour pour, le, virus, Ebola. Je veux juste, signaler, également, hem la possibilité d'obtenir de l'information sur Ebola, en français sur le site de l'OMS. OK, donc je ne vous donne pas de lien, vous trouverez ça facilement, simplement entrez, Ebola, OMS français dans Google et vous allez trouver ça très facilement. L'OMS fait de plus en plus des efforts pour traduire, toute leur documentation dans de multiples langages, dont le français. Et on doit leur donner du crédit pour ça. Alors merci pour votre attention et puis, à une prochaine fois.